Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Chute, brûlure, intoxication, tous ont un point commun, ces accidents de la vie surviennent toujours au moment où on s'y attend le moins. Les chiffres pourtant sont considérables, ces accidents de la vie courante sont à l'origine de 5 millions de recours aux urgences et de plusieurs centaines de milliers d'hospitalisations selon Santé publique France. Plus ou moins violents, chaque épisode inattendu bouleverse notre quotidien et dans certains cas nous oblige même à nous réinventer et parfois à vivre avec une toute nouvelle, une toute autre version de nous-mêmes. Alors comment surmonter ce drame qui bouleverse les vies? Comment apprendre à vivre avec un nouveau corps? On en parle aujourd'hui avec quelqu'un qui a vécu et qui vit encore cette situation. Alors il se décrit lui-même comme mannequin, influenceur, aventurier. Bonjour Martin Petit. Bonjour Cédric. À ce CV un peu rapide, il manque un mot, mais qui n'est pas un détail vu le sujet de notre discussion. Depuis près de 5 ans, en plus de tout ça, vous êtes aussi tétraplégique. Voilà, c'est ça, je suis en fauteuil roulant. Bon, je fais une petite précision parce que quand je suis passé à la télé la semaine dernière, ils ont dit mannequin, mais ce n'est pas moi qui me décris. Ah, c'est une en tant boutade. que tel. C'était juste beau c'est... gosse. Ouais, je sais pas, c'est eux qu'on décrit, qui m'ont décrit tel quel. J'aurais pas cette prétention, mais ça m'arrive de faire effectivement des petites photos de temps en temps pour des marques, etc. Donc vous êtes tétraplégique depuis près de 5 ans suite à un accident bête, mais il n'y a pas d'accident intelligent. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Tout à fait. Alors, ça fait 4 ans et demi déjà, ça passe vite. Ça fera donc 5 ans le 21 août 2000. Enfin, j'ai eu mon accident le 21 août 2017, donc le 21 août 2022, ça fera 5 ans. Alors pour revenir un petit peu sur la journée de l'accident, comme vous le dites, il n'y a pas d'accident intelligent. Il y a toujours des accidents très bêtes. En fait, j'étais en vacances chez mon père dans les Landes. Malheureusement, je venais de me séparer de mon ex-petite amie de l'époque et j'ai décidé d'aller plus sur la côte, donc du côté de l'océan, rejoindre des copains qui étaient là-bas pour me changer un petit peu les idées. Et je suis revenu avec un fauteuil roulant. Alors j'en rigole avec après j'en rigole avec beaucoup de philosophie parce qu'effectivement j'ai fait énormément de chemin depuis et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc effectivement je suis à la plage ce jour-là, c'est une journée de plage classique, il fait chaud, je me baigne et pour la petite histoire c'est je me suis baigné 1 heure avant, 50 mètres plus loin de là où j'ai plongé et où j'ai eu mon accident. Et dans les Landes, c'est vrai que des fois, vu que c'est l'océan, des fois on peut avoir de la profondeur très rapidement. Donc là où je m'étais baigné 1 heure avant, il y avait de la profondeur. Et malheureusement, là où j'ai plongé, j'ai pas fait attention parce que en plus de ça, voilà, j'avais les idées un petit peu ailleurs du fait de ma rupture qui était un petit peu récente. Et voilà, les idées pas très claires, j'ai pas fait attention. Voilà, c'est un geste bête et je plonge donc de ma simple hauteur. J'ai pas plongé de 10 mètres de haut ou sur un rocher comme j'ai pu l'entendre. J'ai juste plongé de ma hauteur. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de fond, donc là ma tête a tapé le sol. Je me suis fracturé la cervicale C5, donc je la prendrai évidemment après. Et j'ai une atteinte au niveau C6, C7 sur la moelle épinière, donc ce qui équivaut à une tétraplégie. Parce que j'ai l'atteint d'éclatement, bon là on le voit pas à la voix, mais j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse et effectivement j'ai encore la mobilité des épaules, le haut du dos, les biceps, le releveur du poignet. En fait, ça me laisse pas mal de possibilités, mais j'ai quand même une atteinte d'éclatement parce que j'ai pas l'usage des doigts et c'est ce qui caractérise ma tétraplégie. Voilà. Tout simplement. Alors une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette situation. J'ai même honnêtement été assez choqué en découvrant la réalité des chiffres. On le disait, 5 millions de recours aux urgences, mais ça c'est tous les accidents du quotidien. En gros, tous les accidents corporels qui mettent de côté les accidents de la route ou les accidents du travail pour l'essentiel. Un accident de la vie courante sur 2 a lieu au domicile. Et ces traumatismes entraînent chaque année environ 40 000 décès, dont 21 000 décès suite à un accident de la vie courante. Ce qui est frappant, c'est que ces accidents, ils font donc 7 fois plus de victimes que la route. Et là où on regarde les statistiques des accidents de la route et des morts et des blessés, un peu comme le lait sur le feu, et où d'ailleurs ce nombre de victimes de la route baisse régulièrement, celui des accidents du quotidien, lui, il reste stable. Et surtout, c'est une sorte de statistique à laquelle on a l'impression de s'être résigné, comme si c'était, c'est pas de chance, on vous le dit, c'est la fatalité, et puis finalement, il n'y a pas de raison que ça baisse. Vous avez rencontré évidemment dans les hôpitaux, en rééducation et ailleurs, d'autres accidentés de la vie. Évidemment, personne ne voit venir une chose pareille.
Non, évidemment, personne ne voit venir toutes ces choses-là. On a tendance à croire que ça arrive qu'aux autres. Et puis, forcément, quand ça t'arrive à toi, tu te rends compte que c'est pas le cas. Après, c'est vrai que pour la majorité, moi, j'ai vu quand même beaucoup d'accidents de la route. Donc, que ce soit de moto, des personnes qui font de la motocross, il y en a énormément. Après, des accidents domestiques, il y en a. Après, on n'imagine pas le nombre de personnes qui se tuent chaque année en tombant dans un escalier. Hein. C'est tout à fait courant. Ouais, alors après, c'est vrai que je les ai pas forcément. Moi, ça a été beaucoup, en tout cas, la période où j'étais en centre de rééducation, c'était beaucoup des accidents de moto ou de la route. Et puis après, il y avait aussi des erreurs médicales. Donc, est-ce que les erreurs médicales sont considérées comme des accidents domestiques dans les statistiques? Je sais pas. Mais après, par contre, oui, j'ai entendu des histoires de personnes qui ont juste loupé un trottoir et qui sont tombées sur la tête, et ou des gens qui sont tombés, qui ont glissé dans leur douche ou dans leur baignoire. Et ça arrive. Là, il n'y a pas plus bête comme accident. C'est que tu tombes et à aucun moment tu te dis que tu peux finir tétraplégique ou paraplégique en tombant sur l'une de tes vertèbres. Mais oui, il y en a. Alors, la raison pour laquelle on a fait appel à vous, c'est parce que pour vous, en plus, c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà un peu de recul, mais surtout dans votre cas, vous avez choisi d'en parler même beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube principalement. Votre chaîne là-bas s'appelle Step by Will. Je la recommande chaudement parce que vous y publiez des vidéos très pédagogiques. Je regardais encore ce matin une vidéo sur les transferts, c'est-à-dire le nombre de fois où il faut que vous passiez du lit au fauteuil et du fauteuil à la douche, etc., etc. C'est très prosaïque, c'est très simple, ça répond à plein de questions qu'on peut se poser. Comment on fait pour aller aux toilettes quand on est tétraplégique? Bref, ça s'adresse à qui, toutes ces vidéos? Alors, ça s'adresse à beaucoup de monde déjà. Si on contextualise un petit peu, moi, j'étais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux avant. Donc je faisais beaucoup de sport et j'aimais bien un petit peu partager ma motivation. J'étais un garçon, on va dire, comme tout le monde, un peu lambda. Je menais ma barque. J'étais en études et puis j'aimais bien en fait, en partageant un petit peu des choses de mon quotidien. Donc c'était beaucoup le sport à l'époque, de voir que ça pouvait motiver d'autres personnes. Donc je pense qu'il y avait un petit peu un cercle vertueux par rapport à ça. Et je ressentais beaucoup de plaisir à le faire. Et quand j'ai eu mon accident, ça a été évidemment toute autre chose, c'est que je me suis retrouvé tétraplégique en fauteuil roulant du jour au lendemain. Donc j'avais écrit un premier texte où on sent un petit peu toute l'énergie dont j'ai essayé de me galvaniser pour aller de l'avant. Et après pendant peut-être 3 mois j'ai pas publié parce que forcément j'avais un petit peu la tête ailleurs et il se passait beaucoup de choses, vous imaginez, à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé je me souviens, c'était mon deuxième texte que j'ai écrit sur les réseaux et j'ai eu énormément en fait de soutien de personnes inconnues. Et puis voilà, les gens ont commencé à partager, parler de moi. J'ai eu des gens dans ma situation qui sont venus aussi me témoigner leur soutien, me témoigner, on va dire, ils m'ont témoigné du soutien. Ils sont venus pour répondre à des questions que je pouvais me poser. Et en fait, ça a été une véritable thérapie avant tout, les réseaux sociaux, parce que j'ai pu m'exprimer sur les choses que je ressentais. Et étonnamment et paradoxalement, c'était beaucoup plus facile de le faire derrière mon écran, quitte à être lu par des milliers de personnes, que d'en parler à un psychologue ou à mes parents, où j'avais peut-être beaucoup plus de difficultés. Parce que forcément, tu as peur d'une certaine manière de parler de manière frontale. Et puis t'as peut-être ce sentiment de culpabilité qui ramène aussi à des douleurs à tes parents, à ta famille, etc. Pourquoi de culpabilité? De culpabilité parce que c'est quand même un moment qui est dur pour moi, qui a été très dur, mais qui a été aussi dur pour mes parents. Moi, je le vois. Mes parents, je pense qu'ils ont plus de difficultés à accepter la situation qui est la mienne, alors que moi, je le vis très bien aujourd'hui et j'essaie de les rassurer énormément et je fais beaucoup de choses dans ma vie qui laissent quand même suggérer le contraire, que tout va bien dans ma vie. Et je ne triche pas quand je prétends être heureux. Mais forcément, quand ils ont leur enfant qui se retrouve tétraplégique du jour au lendemain, ils ont toujours un sentiment de culpabilité, je pense. Donc j'essaie de les rassurer par rapport à ça. Et par rapport au réseau, donc pour revenir un petit peu à la question initiale, parce que je m'éparpille, je parle beaucoup. Effectivement, j'ai décidé d'en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me faisait du bien à moi. J'ai aussi cette volonté d'apprendre de ma pathologie pour mieux la connaître, pour mieux la restituer, pour mieux l'expliquer. Et je trouve que j'ai une forme aussi de responsabilité. C'est ce que je dis souvent par rapport aux réseaux sociaux. J'ai la chance d'être suivi là où d'autres ne le sont pas.
Et effectivement, j'estime que j'ai un rôle à jouer. En tout cas, c'est une mission que je me suis confiée, qui est venue de manière très implicite et de manière tacite chez moi. C'est que il y avait pas une volonté stratégique ou que sais-je pour en parler. Ça s'est vraiment fait de manière spontanée. Et d'autant plus quand je voyais des choses par rapport aux réseaux sociaux, où il y avait des gens qui me disaient mais tu n'es pas tétraplégique, tu es paraplégique. Et en fait, c'est pas que ça m'agaçait, mais je trouve qu'il y avait vraiment une sensibilisation à faire, à la fois pour les valides qui connaissent pas la pathologie et les inviter à s'interroger sur des problématiques qu'on peut rencontrer, donc que ça soit du quotidien, leur montrer aussi la charge mentale qu'on peut avoir, parce qu'on a beaucoup de choses à penser, on a beaucoup de choses à gérer, et les gens le voient pas nécessairement, et que des fois ça serait cool en fait d'avoir des relais déjà d'information et de relais de personnes qui vont peut-être te soulager, qui vont être plus dans la compréhension dans les métiers que l'on va peut-être croiser, et en fait les inviter à nous soulager, à prendre peut-être plus le temps, à être plus dans la compréhension, et ça fait du bien en fait d'avoir accès à. Enfin, c'est des mots un petit peu bateaux, mais je pense que la philosophie de vie que j'ai maintenant, voilà, c'est mon rapport à l'humanité, il est là, c'est qu'on a besoin des autres, on a besoin que les gens s'entraident, et ça fait du bien en fait de le rappeler finalement. Et ce qui est assez aussi rigolo, c'est que depuis que je suis en fauteuil, étonnamment, on m'écoute avec beaucoup plus, pas d'importance, mais en tout cas beaucoup plus d'attention qu'avant, là où on se disait il a 25 ans, il est un peu crédule sur vouloir changer les choses, etc. Et en fait, finalement, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le texte de mes 30 ans, c'est que l'amour des autres, c'est celui qui m'a sauvé, et je finis mon texte de mes 30 ans comme ça. Alors, je sais plus exactement, je dis qu'est-ce que les gens qui ne croient pas en l'amour auraient-ils à argumenter, parce que c'est bien celui des autres qui m'a sauvé. Et je trouve cette phrase très juste, parce que effectivement c'est moi l'amour, le soutien que j'ai pu recevoir des autres, et maintenant j'essaie de redonner à la même hauteur de ce que j'ai pu recevoir. Donc voilà, pour répondre à la question, je veux sensibiliser les valides qui ne connaissent pas toutes nos problématiques, donc mon handicap, mais aussi d'autres handicaps, parce que j'essaie évidemment de généraliser dans mes propos, et puis à la fois rassurer aussi des personnes à qui ça pourrait arriver dans ma situation, qui se retrouvent du jour au lendemain en fauteuil, et forcément ça suppose beaucoup d'interrogations, et sans vouloir être un exemple, je finis par le devenir, parce que effectivement je montre des choses de ma vie quotidienne, et quand on est en centre de rééducation, on n'a pas forcément de modèle sur qui s'appuyer, ce qui a été mon cas. Les réseaux sociaux, c'était pas encore aussi important à l'époque, et c'est vrai que voilà, moi la phrase que je répète souvent aussi, c'est Martin, le corps médical, Martin, tu pourras faire du ski, Martin, tu pourras conduire ta voiture, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça, mais j'avais pas forcément de visuel sur lesquels m'appuyer, et maintenant j'essaie de le faire, et en plus de ça, ça devient aussi mon métier, donc j'essaie aussi de professionnaliser, donc j'ai un vidéaste qui m'aide à créer du contenu, à faire mes montages pour rendre un contenu de qualité. Après j'essaie aussi de rester moi-même, naturel, spontané, et ne pas trop en faire non plus, mais voilà, je pense que de passer par des belles images, faire des choses qui ont du sens et qui sont bien écrites, etc., le message passe mieux aussi. Donc je trouve que c'est important aussi de considérer ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'au vu de vos dernières vidéos, on a l'impression que le truc le plus traumatisant qui vous soit arrivé récemment, c'est justement le passage du cap des 30 ans. Alors le traumatisant, non, bien au contraire. Vous en parlez beaucoup. Non. J'en parle beaucoup, non, mais c'est que assez étonnamment, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis que j'ai passé le cap des 30 ans, donc ça fait un mois, un peu plus d'un mois, je me sens beaucoup plus en phase avec moi, et dans ma tête, je sais pas, j'ai eu le sentiment d'avoir comme un déclic, et je m'affirme en fait beaucoup plus, et j'arrête de me poser 1000 questions, j'arrête d'être un peu dans ce syndrome de l'imposteur, de douter un petit peu de ma légitimité, et je me dis en fait j'ai envie d'aller chercher de la visibilité, non pas pour me faire valoir ou pour me mettre en lumière, mais parce que je me dis mon histoire elle est forte, mon histoire c'est ce que je dis aussi souvent dans les textes que je peux écrire, c'est un peu comme une arme dont j'ai envie de me servir pour inviter les gens à réfléchir à la manière d'interagir face au bouleversement de la vie. Donc après je vais pas dire aux gens j'ai pas les clés pour aller mieux,
Par contre, moi, je vais pouvoir témoigner de mon parcours, de mon expérience, et les gens vont pouvoir peut-être s'en inspirer, ça va peut-être faire écho à des choses en eux. Et ça, c'était le genre de phrase que j'avais déjà du mal à exprimer il y a encore pas très longtemps, parce que je trouvais ça un petit peu orgueilleux et prétentieux, et finalement, je me dis, il faut que j'arrête de me poser une question, parce qu'au vu des messages que je reçois, je sais que ça a de l'importance pour certaines personnes. Alors peut-être pas pour tout le monde, peut-être des gens qui me comprennent pas, peut-être des gens qui aiment pas ma personnalité, et c'est aussi un travail sur moi que d'accepter qu'il y ait des gens qui, enfin voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Mais je me dis, pour les gens que ça peut aider, j'ai envie d'aller chercher de la visibilité, et je trouve aussi que qu'on accorde beaucoup d'importance à des gens qui vont avoir des discours très clivants. Et moi, je suis quelqu'un de relativement ambivalent et nuancé. Alors, c'est peut-être un peu péjoratif, mais au contraire, ma nuance fait que j'essaie toujours de m'adapter et de trouver toujours un petit peu l'équilibre dans le discours que j'essaye d'avoir et d'argumenter. Et j'ai plutôt tendance à me caractériser en tant que fédérateur plutôt que justement être clivant. Voilà. Après, les réseaux sociaux, ça suppose aussi d'être visible, d'avoir des gens qui comprennent pas nécessairement, et des fois j'ai tendance aussi à dire que j'ai usé suffisamment d'énergie pour me relever de quelque chose de compliqué. Je sais où je veux aller, je connais mes intentions, je sais ce que je vaux, je pense être quelqu'un de gentil. En tout cas, j'essaye d'être un humain bien, de juste. Dans ces vidéos, elles ont une autre vertu pour celui ou celle qui vous découvre, c'est qu'elles permettent de voir les progrès que vous avez faits depuis le début de votre rééducation. Aujourd'hui, vous en êtes où face à votre corps? C'est parce que c'est vraiment un nouveau corps qu'on trouve après un accident comme ça. Exactement, j'en parle aussi très souvent du rapport aux autres, du rapport au corps, de son rapport à la société, le fait de devoir se reconstruire du jour au lendemain, parce que je me suis construit avec mon 1m80, je faisais beaucoup de sport, donc avec l'image que je m'étais construit de moi-même. Donc voilà, je faisais beaucoup de sport. Alors, il y avait peut-être un petit peu d'égocentrisme, mais qui cachait certainement une forme de manque de confiance à l'époque. Et assez étonnamment, je suis d'ailleurs beaucoup plus en confiance maintenant depuis que je suis en fauteuil roulant et avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même que à l'époque où je répondais peut-être à beaucoup plus de standards physiques, on va dire. Mais c'est vrai que je me suis construit avec cette image de moi-même, de sportif, et du jour au lendemain, je me retrouve en fauteuil, je me retrouve avec un petit ventre, je me retrouve avec 10 kilos de perte de muscle. Donc forcément déjà l'image par rapport à soi, il faut tout revoir. Son rapport aux autres, je parle à des gens qui font forcément qui sont plus grands que moi. Là, j'ai mangé avec ma nièce à midi, elle a fait ma taille, donc c'est assez rigolo, elle a 7 ans. Oui, mais vous êtes assis et elle est debout. Voilà, exactement. Et en fait, forcément, quand je suis face à des adultes, la manière d'interagir avec eux, la manière de s'imposer, elle est complètement différente. Parce qu'on a une forme inconsciente Une forme de complexe d'infériorité ? Pas un complexe d'infériorité, mais forcément, on se sent plus diminué par rapport aux autres parce que on n'a pas le même rapport à l'autre. Et du coup, il faut complètement se reconstruire par rapport à ça. Et on parlait de mon rapport au corps et par rapport à mes progrès, etc. Donc, pour moi, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'à un moment, Martin fait le deuil du Martin d'avant, ou est-ce que Martin considère que son corps est un nouveau chantier en devenir ? Je pense que ça, que ce soit lié au handicap ou pas, on a tous des choses à régler vis-à-vis de nous-mêmes tout au long de nos vies, et ça, c'est pas forcément le handicap ou pas. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais voilà, ce que je dis aussi, c'est que je me mets beaucoup moins de contraintes, je me mets moins de freins dans ma tête, alors que mon corps laisserait supposer quand même le contraire, parce que je réponds à moins de dictates maintenant, on va dire, moins de stéréotypes. Et là aussi où je voulais en venir, c'est que par rapport à mes progrès, alors moi j'ai pas eu tant de progrès que ça, neurologiquement parlant. Par contre, effectivement, j'ai pu récupérer un tout petit mouvement dans le pouce qui me permet d'avoir une meilleure pince, et ça joue quand même à 90% de la main, le fait d'avoir la pince, donc ça me permet de gagner en autonomie. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement d'aller un petit peu repousser mes limites. Donc des fois, je l'ai fait moi-même, des fois, c'est mes potes qui m'ont un peu poussé au cul, et finalement, ça m'a permis encore une fois de m'affirmer, de me rendre compte que les limites elles sont avant tout dans la tête, et j'ai repris énormément confiance en moi. Et le fait d'avoir repris confiance en moi, maintenant je suis capable de me doucher tout seul, d'aller aux toilettes tout seul, de m'habiller tout seul, des choses où il y a encore 1 an, 2 ans, je me sentais pas capable de le faire. Et pareil, j'apprends à accepter aussi que ça mette plus de temps, parce que ça c'était aussi très difficile au début.
c'est que quand tu dois mettre tes chaussures, quand tu dois mettre des chaussettes ou un pantalon et tu mettais 5 minutes à le faire avant et que maintenant tu mets 45 minutes pour le faire, forcément quand tu es au début de ton accident, tu as tendance à comparer à avant et ça en fait progressivement avec le temps tu l'oublies un petit peu. Donc maintenant en fait on va dire que ma revanche et mon plaisir et encore une fois je trouve pas le terme, mais il est là, c'est que je suis content finalement de pouvoir le faire par moi-même. Et c'est super cool en fait parce que je me rends compte que je suis très autonome et que je peux faire beaucoup de choses. Voilà. Et pareil, dans ma manière de communiquer, j'essaie d'être vachement vigilant aussi dans comment je dis les choses parce que chacun a sa singularité, chacun a sa volonté, chacun a ses difficultés physiques et que mon cas spécifique à ma tétraplégie à moi, il n'est forcément pas applicable à tous les tétraplégiques qui sont peut-être des fois du même niveau que moi. Donc c'est aussi l'équilibre à trouver. Je voyais dans une interview, vous disiez, je cite, « J'ai moins de limites en étant en fauteuil ». Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai moins de limites que j'ai en fauteuil dans le sens où c'est ce que je disais, c'est que je me suis affranchi de beaucoup de peurs que je pouvais avoir avant. Je me rends compte que tout est possible. Après, j'ai pris énormément en confiance aussi dans ma manière d'interagir aux autres finalement. Donc j'ai beaucoup plus de bagou qu'avant, j'y vais beaucoup plus au culot et en fait je m'impose beaucoup moins de limites, je m'affranchis un petit peu des protocoles dans mon interaction aux autres, ce que j'aime, ce que je mets en grandes guillemets parce que mais genre un peu les courbettes sociales, je vais à l'essentiel. Voilà, je pense être quelqu'un de respectueux. C'est pas parce que je tutoie facilement maintenant ou que je vais parler de manière beaucoup plus spontanée que je suis plus impoli. Et en fait, je m'affranchis énormément de ces choses-là. Et pareil, dans les limites, qu'elles soient physiques, je me rends compte qu'aussi par rapport à la solidarité, et on le voit avec le projet Résilience que je suis en train de monter avec Louri, voilà, on va pouvoir faire la transition. Mais effectivement, la solidarité qu'on peut avoir les uns avec les autres, je me rends compte que elle est ultra bénéfique parce que moi il y a des choses que je ne peux plus faire par moi-même et finalement quand je suis accompagné, quand les choses sont à peu près organisées, les choses sont envisageables, voilà. Et même quand c'est pas organisé, on peut toujours le faire et si on a atteint pas l'objectif, ce qui compte c'est le chemin parcouru. Voilà, c'est ce que je dis aussi à la fin de ma vidéo. Alors le meilleur signe que vous allez bien, c'est justement que vous avez des projets. Votre prochain projet, c'est Résilience. C'est quoi ? C'est une série documentaire ? J'ai beaucoup de projets, vous savez. J'ai Résilience, mais j'en ai plein d'autres. Déjà, j'ai développé la chaîne YouTube parce que c'est un format qui me plaît davantage. En tant que créateur de contenu, je suis obligé de jouer un petit peu le jeu des TikTok, les réels, etc. Mais finalement, c'est ce que j'explique aussi, c'est que sur les 50 vidéos qu'on va avoir dans la journée, sur les 15 secondes de la vidéo, qu'est-ce qu'on aura retenu sur la mienne, dans la mesure où je vais pas pouvoir argumenter, les gens vont prendre ce qu'ils ont envie de voir, ils vont interpréter ce qu'ils ont envie d'interpréter, et finalement, je trouve pas ça très enrichissant. Et je préfère aussi avoir des vidéos YouTube qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, où je vais avoir le temps d'exposer un sujet, mettre en avant quelque chose et de l'argumenter et de pouvoir aussi contre-argumenter des choses qu'on pourrait reprocher dans la vidéo. Parce que quand tu communiques, tu es obligé de faire un petit peu des disclaimers, souvent, et forcément le format YouTube te permet de le faire. Et donc il y a YouTube que j'ai envie de développer. Là, je pars la semaine prochaine avec Médecins sans frontières en Jordanie pour mettre en avant leur action. Donc ça, je suis hyper honoré parce que c'est la première fois qu'ils font ça avec une personnalité publique, entre guillemets. Et effectivement, un des plus gros projets qu'on va avoir à mener, ça va être celui-ci, c'est le projet Résilience avec Louri. Pareil, que j'ai rencontré des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux permettent des rencontres, permettent des opportunités et il faut savoir les saisir. Donc et la visibilité le permet, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et effectivement, Louri, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an et on avait ce projet en tête. C'est parti d'un coup de téléphone entre copains. La vidéo, elle est plutôt bien faite et elle est, je pense, assez éloquente pour la suite du projet. Et l'idée du projet initial, alors après, on va voir comment les choses évoluent et de quelle manière ça va se matérialiser. Mais en tout cas, l'idée initiale, c'était de faire 4 épisodes. C'était d'aller en Laponie, donc un environnement, on va dire, un peu plus polaire, le Sahara, donc le désert, gravir une montagne plus enneigée que celle qu'on a faite et faire une traversée en bateau. Alors encore une fois, où encore, on ne le sait pas. Mais en tout cas, l'idée, c'était
déjà de se faire kiffer. C'est ce que j'ai dit dans l'émission dans laquelle je suis passé la semaine dernière, parce que déjà moi, c'est des environnements dans lesquels en tant que valide qui sont difficiles d'accès, qu'il faut organiser pour pouvoir le faire, et d'autant plus en fauteuil, c'est d'autant plus compliqué. Et Louris, c'est un peu un Mike Horn à la française, c'est comme ça que je le caractérise. Et c'est vrai que c'est un monsieur c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, qui a beaucoup voyagé, qui a fait des choses extrêmes, etc. Donc il a aussi l'habitude du terrain, donc c'est aussi rassurant pour moi. Et il m'a proposé, moi j'ai la capacité, et j'ai la volonté, et j'ai l'envie de t'emmener dans ces endroits-là. Donc l'idée, c'est de partir dans ces endroits-là. Et on s'est dit, c'est dommage en fait finalement de cantonner cette chose-là qu'à nous-mêmes. Et on s'est dit, on a un vrai message, on a les moyens, les capacités de proposer des belles images. Donc encore une fois, dans la même démarche que ce que j'essaye de faire là sur les réseaux sociaux, c'est de montrer que le handicap, c'est pas un frein, que si on fait en sorte de vouloir arriver à un objectif, c'est possible. Ça met du temps, c'est pas facile, parce que au-delà des belles images, ça prend du temps, des rencontres, de l'organisation, des échecs aussi, parce que des fois, on se prend des murs. Et la première vidéo, elle est assez révélatrice, c'est que on avait pris du matériel qui n'était pas nécessairement très adapté. Et forcément, on s'est rendu compte aussi de ces limites-là et de voir de quelle manière on va pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc l'idée c'était aussi d'apprendre à se connaître. Et bref, pour revenir à ce que je disais, c'est de montrer aux valides que tout est possible, et montrer à des gens dans ma situation que tout est possible aussi. Voilà. Merci beaucoup Martin Petit. On peut rappeler une dernière fois où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux en l'occurrence. Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Martin Petit. Je suis en général le premier qui apparaît. Mon nom de scène, alors ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce nom-là, c'est quand j'ai créé mon nom il y a fort longtemps. C'est El Marticino. Et ma chaîne YouTube, elle s'appelle Step by Will. Voilà. Et après, j'ai un compte TikTok aussi, mais bon, je suis pas très très fort pour TikTok, mais on peut aussi me retrouver sur TikTok, sur le compte El Marticino. Voilà. Merci Martin. Avant de se quitter, 2 mots quand même sur la façon dont on peut s'assurer face à ces accidents de la vie, qui ne sont donc ni des accidents du travail, ni des accidents de la circulation. Contre cela, AXA propose Ma Protection Accident, une formule qui intervient dans la sphère privée et qui inclut tous les accidents domestiques. Alors ça va de la petite brûlure en cuisine à la blessure de jardinage, jusqu'à tout ce qui peut se passer pendant vos loisirs, vos sports, vos activités, ou encore pendant vos vacances ou lors d'un voyage à l'étranger. Une formule qui vous permet de bénéficier de services d'assistance immédiat et même de recevoir une indemnité en cas d'incapacité permanente. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, mais au bout de 3 saisons, je n'ose imaginer que ce ne soit déjà fait. Évidemment, partagez ce podcast avec vos amis. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires positifs sur votre application de podcast préférée, et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.